vous êtes les bienvenus. Mon nom, c'est Marcela Escribano et je travaille avec Alternative, une organisation internationale. Avant de donner la parole à la personne qui coordonnera cette activité, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici à Montréal, sur un territoire autochtone millénaire. Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous travaillons font partie des territoires traditionnels non cédés de la nation Kanien'kehá:ka. En tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Donc, je vous présente M. Sid Susi Hamed, qui gentiment a accepté de faciliter cette rencontre. Sid Susi Hamed est sociologue, professeur du département de sociologie de l'Université de Québec à Montréal et est un spécialiste sur les questions liées au travail. Donc, merci encore Sid, puis c'est à toi la parole. Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être suffisamment bilingue pour parler en français et en espagnol, bien que j'ai appris l'espagnol, mais depuis longtemps, je l'ai un petit peu perdu. Alors, je suis, comme le dit Marcela, je m'intéresse au travail et surtout beaucoup à l'action syndicale. Pendant plusieurs années, j'ai fait des travaux de recherche sur l'action syndicale internationale. Et donc, cet atelier aujourd'hui m'intéresse particulièrement, d'autant plus que depuis plusieurs années aussi, je participe sous une forme ou sous une autre régulièrement aux activités du Forum social mondial. Alors, sans plus tarder, nous avons 4 interventions successives, chacune devant durer une douzaine de minutes. Alors, et pour disposer du temps suffisant pour la discussion, je vais vous présenter très rapidement les personnes qui vont intervenir, en leur demandant aussi donc de s'en tenir aux 12 minutes prévues, puis de se présenter peut-être très rapidement aussi. Alors, je commencerai d'abord par Madame Idalmi Carcamo, qui est coordinatrice de la Fédération des Trabajadores y Trabajadoras del sector social de la economía informal de Honduras. Ensuite, Madame Marie Cruz El Coro, qui est secrétaire générale de la Fédération de services d'ELA du Pays Basque. Monsieur Mounir Hassin du Forum tunisien des droits socio-économiques. Et enfin, Madame Amanda Villatoro du Bureau des activités pour les travailleurs de l'Organisation internationale de l'OIT, mieux connue sous le nom d'ACTRAV, OIT. Donc, nous avons un panel particulièrement riche et représentatif des régions du monde où le travail informel occupe la plupart du temps au moins la moitié, parfois les 2/3 des secteurs d'activité. Alors, je demanderai aux 4 intervenants, s'il vous plaît, je sais que c'est pas toujours facile, mais d'orienter votre intervention sur la base des 3 questions, de 3 grandes interrogations qui vous ont été envoyées et qui feront l'objet de la discussion, des échanges par la suite du débat. Donc, une première partie, une première question qui va porter sur la précarisation du travail, c'est-à-dire de quel état des lieux, quel bilan pensez-vous nous présenter concernant la précarisation du travail et l'emploi informel dans votre milieu, dans le milieu dont vous allez nous parler. Donc, premier point. Deuxième point, et ça c'est particulièrement important pour le Forum social mondial, c'est l'action collective et les différentes formes de résistance qui sont engagées. Il y a une très large marge d'action collective, d'initiative, de résistance, de lutte. Donc, comment la réponse des populations et des collectifs du travail face à la précarisation du travail? Et enfin, évidemment, l'incontournable contexte actuel qui est celui de la COVID-19. Dans quelle mesure, et là on le voit dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle été un véritable révélateur d'inégalités sociales liées au travail qui depuis longtemps déjà existent. Alors peut-être on vous demandait votre sentiment là-dessus. Voilà.
Alors, sans plus tarder, donc, je donnerai la parole à Madame Idalmi Karkamo, s'il vous plaît. Bonjour. Je vous salue au nom de la Fédération des travailleurs et travailleuses du secteur social de l'économie informelle. Je voudrais saluer également nos camarades qui se sont connectés à distance pour pouvoir participer à cet événement. C'est un événement important. Nous voudrions remercier l'Alternative dans le cadre du Forum social mondial qui a pris l'initiative de partager avec différents pays de la région. Donc, nous voudrions saluer la camarade Marie Cruz de ELA, le camarade Hassine. Ça va être très important de pouvoir partager avec tout le monde. Nous voudrions dire qu'ici, c'est une journée très importante aujourd'hui. C'est le jour de la femme hondurienne. Donc, c'est un moment important où on revendique la lutte participative des femmes dans les processus électoraux. Donc, c'est une initiative qui est fondamentale au pays, on tient à le souligner. Donc, pour partager un peu avec vous de l'information quant aux thèmes qui ont été soulevés par les camarades. Donc, je voudrais dire qu'à nous autres, à la Fédération, les conséquences qu'on peut voir, c'est l'augmentation de la population. Dans ce secteur informel, il y a une augmentation de la présence de femmes, d'enfants, de personnes du troisième âge qui réalisent tout ce qui est ces activités en tant que travailleurs autonomes. Donc, particulièrement dans le contexte actuel que le pays traverse, les conséquences du COVID. Donc, un autre des impacts, c'est celui de la surcharge de travail, qui a eu un impact surtout sur les femmes des ménages honduriens. Donc, les femmes qui sont en majorité des femmes monoparentales et qui ont à leur charge toute la responsabilité de leur ménage, de leur famille. Donc, on constate toute la précarité qui contribue à la désintégration familiale et qui est liée également à la violence domestique, au féminicide et qui sont des actes qui restent impunis et qui doivent être soulignés dans le cadre de la participation économique des femmes. Donc, cette situation de violence, d'impunité entraîne des problèmes très graves en ce qui a trait au caractère émotif des femmes et également de leurs enfants, à leur situation. Donc, on voudrait souligner l'augmentation de la participation des femmes dans ce secteur. Pourquoi nous disons que c'est un secteur qui est en constante croissance? Eh bien, c'est lié aux politiques de discrimination du travail. Quand je parle de discrimination, je veux dire qu'ici, les femmes, particulièrement les femmes après 40 ans, nous n'avons plus d'option de participer dans le secteur privé. Il y a une discrimination. Donc, on priorise souvent la jeunesse dans ces espaces de participation. Donc, ensuite, les femmes doivent trouver d'autres manières de subsistance pour pouvoir et doivent finalement s'intégrer à l'économie informelle. Donc, c'est ce que je voulais dire en ce qui a trait à la précarité et l'impact que cela peut avoir sur les femmes. On peut également, si on mentionne tout ce qui est l'aspect de la résistance et la défense des droits du travail en tant que mouvement syndical et fédération, on peut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas actuellement aucune résistance ni pression coercitive qui se mène. Et cela est dû au fait que actuellement, dans les normes nationales, il n'y a aucune reconnaissance de nos secteurs comme la reconnaissance qu'ont droit les travailleurs du secteur public, par exemple, pour pouvoir avoir des conditions de travail adéquates. Donc, cette reconnaissance est fondamentale et fait partie du travail que nous sommes en train de mener à la Fédération pour que les travailleurs et travailleuses soient traités de manière égale à tous les travailleurs et travailleuses des autres secteurs. La résistance actuelle qui est menée actuellement est difficile. Nous sommes en train d'impulser en tant que mouvement social auprès des gouvernements, des institutions, pour mettre de l'avant une initiative de loi
pour permettre qu'on reconnaisse les travailleurs et travailleuses de notre secteur. Ça n'a pas été facile de faire face, par exemple, au lobby dans le cadre de tout ce processus. Donc, dans ce contexte, nous essayons de faire de l'incidence auprès des représentants et il faut dire que dans ce contexte, à travers de tout ce travail que nous menons avec Alternative et avec le financement du gouvernement canadien, cela nous permet d'avoir une certaine incidence sur les acteurs locaux et de mettre de l'avant des initiatives qui garantissent la protection et les droits des travailleurs et travailleuses, particulièrement les femmes, qui sont celles qui sont le plus vulnérables. Donc, c'est un peu ce que je voulais aborder par rapport à ce qui est la résistance collective. Nous avons énormément de travail à faire pour pouvoir atteindre le respect des droits des travailleurs et travailleuses. Ce n'est pas facile, mais nous tentons de faire la pression, du lobbying pour atteindre ça. En ce qui a trait aux impacts liés à la pandémie de COVID-19, et les conséquences que cela a eues dans tous les pays. On peut mentionner qu'à partir de mars 2020, le gouvernement a imposé des mesures de confinement à la population hondurienne afin de freiner la propagation de la pandémie COVID. Ce confinement a entraîné des conséquences, par exemple la fermeture de l'économie nationale, du transport public, du déplacement, la fermeture des marchés populaires où les camarades de notre organisation réalisent leur travail quotidien. Par contre, une des mesures sanitaires ont eu certains avantages. Ceux qui ont eu des avantages, en fait, c'est les chaînes de supermarchés, les pharmacies qui, elles, ont été réglementées pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc, ces secteurs-là ont eu des profits et ont été avantagés par ces mesures-là. Nous avons exprimé et nous continuons d'exprimer et dénoncer le fait que le secteur informel, dans le contexte de pandémie, a été le secteur qui n'a eu aucune attention aucune attention particulière de la part des gouvernements. C'est le secteur qui vit les impacts les plus forts, un secteur où il y a des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants qui vivent du jour à jour. Et il n'y a aucune mesure qui a été établie pour pouvoir réactiver l'économie de ce secteur, pour pouvoir appuyer ce secteur. Et la seule chose qui a été appliquée, c'est une fermeture complète de ces services-là. Donc, nous n'avons pas eu les services nécessaires pour pouvoir continuer l'économie. Les marchés municipaux se sont fermés. Certains de nos camarades ont ouvert leur commerce, mais presque de façon courageuse et un peu à l'encontre des lois, parce qu'en ce moment, aucune instance n'a établi aucune politique, aucun mécanisme pour pouvoir mettre en place des propositions qui puissent améliorer ou favoriser l'économie de ce secteur informel. Donc, si on regarde tout le processus du secteur social, on peut constater que le secteur informel est défavorisé tant au niveau sanitaire, au niveau éducatif. Donc, il y a un gros taux de décrochage scolaire. Les classes se donnaient en ligne, mais une grande partie de la population n'a pas ces accès-là à distance. Donc, ça a eu un impact très fort sur ces femmes monoparentales, ces femmes qui, à travers ces activités productives, transmettaient une certaine éducation à leurs enfants. Donc, ça a été un impact qui a été très négatif pour la population hondurienne, et particulièrement pour les enfants. En ce qui a trait à la situation de la santé, notre système de santé a collapsé. Il n'y a aucune capacité du gouvernement pour mettre en place des politiques, des programmes qui puissent orienter et améliorer le système public. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place qui finalement ne font que renforcer la corruption dans le pays. Donc, il n'y a aucune garantie en ce qui a trait
à l'établissement de programmes qui puissent assurer un certain accès et protéger la sécurité et la santé des citoyens et citoyennes. Donc, c'est une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile. Le système d'éducation et de santé publique sont complètement collapsés en ce qui a trait au droit du travail. Comme je l'ai dit au début, c'est un sujet qui n'a pas été abordé. Il n'y a pas eu de législation ni de politique formelle de la part du gouvernement. Et donc, on est vraiment... ce sont des mesures arbitraires. Nos camarades sont soumis à des abus d'autorité de la part des autorités locales qui réglementent tout ce qui est l'aspect du travail. Donc, c'est très complexe, les conditions des travailleurs et travailleuses qui sont soumises qui voient leurs droits qui sont brimés constamment au quotidien. Le matériel qu'ils doivent utiliser sont abîmés et elles dépendent de ce matériel-là. En ce qui a trait à l'insécurité, la population est en ce moment très vulnérable. L'État ne prend pas les mesures pour pouvoir préserver l'État de droit et protéger les droits de la population. Donc, au quotidien, on peut voir les taux d'assassinat de camarades, de femmes qui augmentent constamment. Les féminicides sont en constante croissance. On peut voir que dans le contexte de pandémie, ça a augmenté également. Tout le système de dénonciation nous a permis de voir qu'il y a de plus en plus de dénonciations, mais il n'y a pas de volonté politique de la part des autorités pour faire un suivi de ces phénomènes-là et qu'il n'y ait plus d'impunité. Il n'y a aucune mesure qui est prise pour protéger la population hondurienne. Avec le COVID, on peut voir que toutes ces problématiques ne font qu'approfondir. Il y a de plus en plus de morts au quotidien. Excusez-moi de vous interrompre, Idalmi, mais il faut conclure, s'il vous plaît. Donc, nous sommes exposés à des mesures innombrables qui affectent toute la population qui est du secteur informel. Merci. Merci beaucoup, Madame Carcamo. Merci beaucoup, Idalmi Carcamo. Je me permettrai très rapidement juste de montrer les quelques conclusions qu'on observe aussi ailleurs concernant les profits des grands distributeurs, des grandes entreprises de distribution qui tirent leur épingle du jeu de la situation, et puis surtout aussi du fait que la COVID confirme, si besoin en était, toutes les difficultés d'accès aux droits sociaux du travail et aux droits à la protection sociale. Alors, sans plus tarder, nous passons à Madame El Coro, Maricruz El Coro du Pays Basque. Alors, à vous la parole, s'il vous plaît. Bon après-midi. Donc, premièrement, je voudrais remercier Alternative qui organise cette séance, cette conversation. Ça nous permet de pouvoir présenter un peu ce que nous faisons. Je vais essayer de m'adapter aux 3 questions qui ont été présentées. Donc, premièrement, la précarisation du travail. En ce sens, la précarisation du travail, de notre point de vue, ce n'est pas quelque chose qui est hasardeux. C'est une stratégie qui est partagée par ceux qui nous gouvernent et par ceux qui possèdent le capital. En ce sens, nous sortons il y a peu d'une crise financière qui a eu des impacts énormes dans le milieu du travail. Et nous nous retrouvons maintenant face à une nouvelle crise économique issue de la pandémie. Donc, ce n'est pas fou de penser que dans ce contexte, nous allons faire face à de nouvelles coupures, à une plus grande précarité au niveau du travail. Donc, comment on est arrivé à cette précarisation du travail dans le secteur dans lequel nous travaillons? Donc, nous avons fait face à des réformes du travail dont l'objectif était de baisser les salaires, détruire les négociations collectives,
monopoliser les négociations collectives dans des secteurs où, pour diminuer la valeur des négociations? Donc, on a pu voir une précarisation du travail d'un point de vue de la législation même. Toutes les réformes qui ont été appliquées avaient comme objectif de baisser les salaires, en fait. Donc, cela a vraiment affaibli le système public. Et en ce moment, dans ce contexte de pandémie, nous sommes en train de payer les conséquences du démantèlement du système public. Comment cela s'est réalisé? En coupant le budget, et également à travers la précarisation et la privatisation de plusieurs des services. Par exemple, tout ce qui a trait aux soins a été privatisé. C'est un des emplois qui sont essentiellement féminins. Donc, on a pu voir des baisses de salaire dans ces secteurs-là. Et où ce qui a été choisi, c'est la privatisation pour pouvoir réduire les dépenses publiques. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a pu voir en ce qui a trait à la précarisation? On a vu également de outsourcing, donc de sous-traitance. La sous-traitance de l'emploi industriel, par exemple, et que la sous-traitance et l'externalisation des activités implique donc une précarisation des conditions de travail. Donc, c'était des conditions qui étaient propres au secteur industriel et qui se retrouvent maintenant dans le secteur des services également. Donc, ça a précarisé de manière brutale tout ce qui est ce qui a trait au marché du travail. Donc, si on parle des secteurs informels, donc c'est des secteurs qui ont des régimes spéciaux, par exemple les personnes soignantes, les travailleurs, travailleuses autonomes. Donc, ces personnes vivent les impacts d'être des personnes qui n'ont pas de droits finalement. Donc, on se retrouve face à un emploi qui n'a aucune protection de ses droits, qui est hors des conventions, des négociations collectives. Donc, ça contribue à précariser énormément le marché du travail. Donc, quelles sont les stratégies qui sont mises de l'avant par notre syndicat face à cette précarisation en croissance? Donc, nos défis se situent à deux niveaux. Premièrement, au niveau organisationnel. Donc, il faut dire que nous sommes un syndicat, donc nous ne croyons pas au dialogue social tel qu'il existe en ce moment. Comme l'a dit un curé ici il n'y a pas si longtemps. Donc, face à tous les problèmes de l'abandon des services publics, la loi n'a pas été créée pour résoudre les problèmes des pauvres. Et nous croyons que les initiatives qui nous éloignent du dialogue social ne sont pas faites pour résoudre les problèmes des travailleurs et travailleuses. Nous ne croyons pas au dialogue social actuellement dans le contexte. Nous sommes un syndicat de contre-pouvoir. Nous croyons qu'il faut activer l'action syndicale et la convention et la négociation collective. Donc, nos défis principaux, nos deux grands défis, premièrement, niveau organisationnel, les schémas d'organisation traditionnels, d'organisation syndicale traditionnelle, se retrouvent réduits à un petit secteur de l'économie. Donc, l'entreprise traditionnelle avec un seul employeur n'existe plus. Nous faisons face à des entreprises qui sont très dispersées. Nous avons le nouveau défi de comment organiser les travailleurs sur les plateformes numériques, par exemple. Et le deuxième défi auquel nous devons faire face pour lutter contre la précarité est tout ce qui a rapport avec la négociation collective. Une des réformes que nous avons dû affronter dans le contexte de tout ce que je viens de décrire comme contexte. Donc, on retrouve plus de grèves, plus de conflits dans les entreprises. Dans les dernières années, nous avons mis en place de nombreuses grèves, surtout dans le secteur des services, des secteurs qui sont très féminisés. Ce sont des grèves qu'on peut constater qui sont beaucoup plus longues qu'avant. Et il faut mettre de l'avant ce qui est la caisse de résistante qui puisse financer ou payer les travailleurs dans des contextes de grève. Donc, dans les dernières années, pour différentes raisons, des brèches salariales, des situations de précarisation, nous avons été protagonistes de grèves qui ont pu durer jusqu'à 9 mois, 8 mois, 45 jours. À l'Université du Pays Basque, nous sommes majoritaires. Donc, au Pays Basque, c'est là où il y a le plus de grèves dernièrement. Et presque toutes ces grèves sont menées par notre syndicat.
Et finalement, le troisième point qui a été mentionné en ce qui a trait à la situation du COVID. Donc, bon, ce qui a été déjà nommé, le démantèlement du système public, la privatisation des services. Il faut mentionner que la plupart des secteurs qui ont dû être aux premières lignes, c'est les secteurs des soins, des secteurs féminisés, le secteur de l'alimentation, les travailleuses de l'entretien ménager. Donc, c'est ces personnes qui étaient aux premières lignes de cette pandémie et c'est celles qui ont souffert également de façon majoritaire. Il faut dire que demain, nous avons une grève qui est convoquée pour tout ce qui est le collectif socio-sanitaire. Ce que nous demandons, c'est plus de systèmes publics, plus d'emplois de qualité, plus de ressources pour pouvoir faire l'attention de première, pour pouvoir donner les premiers soins. Donc, je dirais que c'est un peu le résumé de ce qui est en train de faire au sein de notre fédération pour lutter contre la précarité. Donc, pour terminer, nous sommes très inquiètes de l'augmentation d'un type d'emploi qui pourrait être encadré dans le secteur informel. Et je fais référence à l'ubérisation de l'économie et l'éruption de manière généralisée des plateformes numériques. Donc, ce sont des entreprises qui se présentent comme des intermédiaires. Elles contribuent à la précarisation des emplois. Souvent, elles font appel à des personnes qui ont très peu de ressources et qui se font donc exploiter par ces plateformes-là. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles commercialisent complètement les relations de travail et c'est un point sur lequel nous sommes en train en fait, nous constatons que ce type d'emploi se généralise et c'est un type d'emploi qui était complètement inconnu pour nous. Donc, l'emploi qui est créé par les plateformes numériques. Ça serait une erreur de penser que ces emplois, ça serait une erreur de sous-estimer l'amplitude que peut prendre ce type d'emploi au niveau des ingénieurs, de la traduction, de différents secteurs. Donc, il faut pouvoir comprendre pour voir quel futur nous attend. Les formes d'organisation vont changer de façon importante. L'espace-temps disparaît. Ces travailleurs, travailleuses ne sont pas dans un espace physique. Et les syndicats ont le devoir de se doter de nouvelles stratégies, de nouveaux outils pour pouvoir faire face à ce nouveau secteur. Sinon, ce secteur rejoindra tout ce qui est les emplois informels. Donc, selon les normes de travail, il y a des emplois sans droit ou des emplois qui sont couverts par des négociations collectives. Et je crois que le défi que nous avons en ce moment, c'est que ce secteur n'échappe pas aux négociations collectives. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir respecté le temps et puis surtout de nous avoir donné des informations aussi riches et aussi pointues. Très rapidement, je soulignerai pour les débats ensuite les 3 points majeurs de l'intervention de Marie-Claude, qui est que la précarisation n'est manifestement pas une réalité conjoncturelle, mais véritablement un problème structurel, puisque Marie-Claude parle de stratégie des forces dominante. Deuxième point qui soulevé, c'est la nouvelle crise économique générée par la situation pandémique. Et enfin, surtout au niveau de l'emploi, qu'il soit informel ou non, c'est le développement très important de la sous-traitance et ses conséquences prévisibles en matière de précarisation. L'autre point, évidemment, par rapport à cette question, à ces impacts de la précarisation, c'est l'action collective. Marie-Claude m'a très bien montré que le dialogue social tel qui existe actuellement est tout à fait inadapté à la résolution et au traitement des conflits du travail qui deviennent de plus en plus exacerbés, et 2, des grèves qui deviennent de plus en plus longues aussi. Et cela montre aussi tout le décalage qu'il y a entre l'encadrement des relations du travail, ce dialogue social entre guillemets officiel, et la réalité sur le terrain. Et puis, troisième, dernier point concernant le système public absolument déficient, donc l'échec de l'action publique, mais surtout aussi
Et ça, c'est très important, en particulier pour les organisations de travailleurs et en matière d'action collective. C'est toute la réussite extraordinaire des grandes plateformes économiques qui constituent le véritable noyau, le véritable lit du précariat qu'a soulevé justement, qu'a bien montré Valérie Leroux d'Alternative dans le Devoir, dans un journal très important à Montréal, et qui montre bien à quel point on a ce précariat qui apparaît comme le prolétariat ouvrier d'avant-hier et il prend racine dans ce système des plateformes qui devient de plus en plus important, mais qui échappe aussi au droit du travail. Alors, sans plus tarder, donc pour la troisième intervention prévue, celle de Mounir Hassim. Monsieur Hassim est du Forum tunisien des droits économiques et je lui cède la parole pour les 12 minutes qui lui restent. Voilà, merci. OK. Merci, Sid Ahmed. Je tiens à remercier Alternative qui m'a permis d'être parmi vous, camarades, pour traiter, donc ouvrir donc, la discussion sur un des sujets qui est, je crois, que le plus important actuellement, puisque c'est un secteur, le secteur informel, qui se développe partout dans le monde, qui représente une riposte de l'incapacité du secteur formel partout dans le monde à répondre aux revendications des catégories qui sont le plus touchées par la mondialisation et surtout par le système économique et le modèle de développement économique. Je peux vous donner un peu quelques statistiques concernant l'état du secteur informel en Tunisie. Ce sont de nouvelles statistiques qui ont été déclarées par l'Institut national des statistiques en Tunisie en au début des années 2020, donc les statistiques de 2019. Le secteur informel actuellement représente à peu près 45% du total des travailleurs qui travaillent dans la Tunisie, qui est estimé actuellement à peu près 4 millions de travailleurs. Donc, on est à peu près à 2 millions du travail de population qui travaille dans le secteur informel. Si on exclut l'agriculture, on va donc dans un taux de 38% de tout le travail informel qui se développe dans le secteur de l'industrie, qui se développe aussi dans les services et tout ça. Si on voit les répartitions pratiquement par secteur, on trouve que l'agriculture englobe le plus le travail informel avec 85,6% du total de travailleurs qui travaillent dans l'agriculture. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la marginalisation de ce secteur et l'absence totale de politique sectorielle dans le pays, avec la privatisation, donc l'exclusion du rôle important de l'État dans l'économie. Il a eu des répercussions tout directes sur donc la marginalisation d'un des plus importants secteurs, c'est le secteur agricole qui se développe actuellement pratiquement avec une population de travailleurs de secteur informel, surtout les femmes, parce qu'on a à peu près 1,5 million de femmes qui travaillent dans l'agriculture. Ce sont des femmes journalières qui touchent des salaires très bas, qui ne sont pas donc qui n'ont pas la couverture sociale, qui se déplacent dans des camionnettes dans des conditions très précaires, qui connaissent chaque fois des accidents mortels. Et d'ailleurs, ceux qui suivent donc le mouvement social en Tunisie, on voit beaucoup de mouvements qui défendent les droits de ces femmes pour avoir des conditions justes dans le transport ou bien dans leur travail, surtout d'arrêter ce qu'on appelle l'exploitation massive de ces femmes qui sont en majorité des femmes analphabètes, qui sont des femmes qui ont en charge surtout d'avoir ce qu'on appelle de répondre aux besoins de leur famille et surtout de leurs enfants. Dans le secteur du bâtiment, on trouve aussi que le secteur informel, c'est le deuxième secteur qui englobe le travail informel, c'est le bâtiment, avec à peu près 69% des travailleurs qui travaillent dans le bâtiment sont des travailleurs informels.
Dans le commerce, on trouve 65%. Si on voit maintenant quelles sont les catégories donc, entre les femmes et les hommes, on trouve que les hommes emportent dans le secteur informel, les femmes représentent à peu près 38% du total des travailleurs et surtout, comme je vous l'ai dit, dans le secteur agricole. Les trois secteurs, l'agriculture, le bâtiment et le commerce, englobent à peu près 2/3 des travailleurs dans l'informel. Et une des caractéristiques du secteur informel en Tunisie, que les travailleurs qui travaillent pour soi, pour leur propre intérêt, ils représentent à peu près 87%. Donc, on trouve qu'à peu près 97% sont des hommes et à 80% sont des femmes. Donc, vous voyez que c'est une riposte pratiquement, le secteur informel en Tunisie, c'est une riposte à l'incapacité du secteur d'offrir l'emploi pour les familles les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, qui sont les victimes de politiques exclusives d'un modèle de développement sauvage et qui a montré l'incapacité du point de vue social et qui montre toujours qu'il ne peut pas répondre aux besoins de travail pour les populations les plus pauvres. Donc, dans cette situation, vous voyez que ce qui montre le plus que dans ce travail informel, la précarité gère toujours donc, les relations de travail et surtout gère la précarisation de ces femmes. On a enregistré, surtout dans le commerce, de petits travails qui sont donc illustrés dans les rues, dans les petits souks, dans les marchés, donc, qui montrent très bien qu'il y a une grande partie de populations vulnérables qui heurtent à ce secteur-là pour trouver de quoi vivre. Si on fait la classification, il y a aussi dans le secteur informel de grandes sociétés mafieuses qui tiennent surtout la contrebande. Actuellement, cette économie informelle, on le voit surtout après la révolution de 2011, qui se développe et ils sont devenus avec de pouvoirs financiers et politiques, puisqu'on le trouve, ces mafieux de contrebande, dans les parlements, et ils sont actuellement dans la vie politique et qui détiennent aussi le pouvoir politique pour répondre à leurs intérêts. Ce qui montre certainement qu'il y a beaucoup de problématiques actuelles qui gèrent surtout la question de résoudre ce problème-là et répondre exactement aux besoins des populations les plus pauvres qui sont intégrées dans ce secteur informel. Si on voit quelles sont les actions qui ont été menées à propos des populations les plus pauvres dans l'informel en Tunisie, on trouve qu'il y a eu certainement une initiative du pouvoir qui a été du pouvoir aussi le grand syndicat, l'UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, c'est de faire une nouvelle loi concernant ce qu'on appelle l'économie solidaire et sociale, qui essaie actuellement de pratiquement intégrer beaucoup de les petits emplois, les petits projets informels dans ce secteur-là, en encourageant à être surtout adhéré et à passer de l'informalité au secteur formel. Mais jusqu'à maintenant, il y a un peu de retard pour exercer avec cette loi-là. On attend toujours les différents décrets pour faciliter donc l'intégration de ces petites entreprises informelles ou bien de ces petits travailleurs qui restent jusqu'à maintenant en dehors de tout contrôle, qui échappent surtout à tout contrôle économique et qui
demeurent encore dans le travail très précaire, sans certainement couverture sociale, avec des salaires très bas. Ils sont donc, ce qu'on appelle, donc ils reçoivent surtout des violations de droits, donc leurs droits économiques, sociaux sont touchés tout le temps, et ça montre très bien que le secteur informel qui a été développé en dehors de toute politique de contrôle, en dehors de l'économie formelle et de l'économie organisée, ce secteur n'est plus qu'une riposte contre la marginalisation de ce modèle de développement. Quelles sont les manifestations de ce secteur informel face à la crise économique et la crise sociale? Bien sûr, toutes les crises sociales et économiques se sont manifestées au début dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, si on trouve quelles sont les répercussions directes de ces crises sur ce secteur informel, on peut le voir dans les manifestations et dans les mouvements sociaux qu'on le voit chaque année et qui sont en train d'augmenter d'une année à une autre pour donc défendre le droit de cette catégorie sociale et surtout les travailleurs les plus pauvres. D'ailleurs, une des causes de la révolution tunisienne, c'était les manifestations de ce travailleur dans le secteur informel. Comme vous le savez, Mohamed Bouazizi était un marchand forain avec une petite charrette et qui travaille en dehors de tout contrôle. Il a été en conflit avec la municipalité qui a essayé de confisquer son charrette et ce qui a donné une explosion qui a failli donc faire la révolution tunisienne et a donc eu pour répercussion la chute de l'ancien régime. Actuellement, tous les mouvements se manifestent dans ce secteur-là avec les travailleurs qui essayent de défendre leurs droits, de trouver leur vie en dehors de tout système de contrôle. Et toujours, il y a des conflits entre ces catégories de travailleurs informels et toutes les institutions et toutes les forces de l'ordre pour empêcher donc, le développement de ce secteur. Si on parle actuellement concernant les répercussions de Covid-19, ce sont les plus touchés, ce secteur informel est le plus touché par le Covid. C'est là on trouve que le chômage a tout d'abord attaqué tous les travailleurs dans ce secteur informel. Et en plus de ça, malgré que dans la première vague, le gouvernement a essayé de donner de l'aide aux familles les plus pauvres et aux populations qui sont touchées par le chômage, on trouve que les travailleurs du secteur informel n'ont pas pu avoir ces aides-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adhérés au système de la sécurité sociale, ou bien ils ne sont pas aussi dans le système de la base de données de l'impôt. Donc, c'est pour cela que ces travailleurs dans le secteur informel n'ont pas pu toucher l'aide de l'État qu'à travers ce qu'on appelle les aides données aux familles nécessiteuses. C'est pour cela que cette catégorie sociale dans le secteur informel n'a pas pu trouver donc, de l'aide et a été pratiquement très touchée par la crise de la Covid. En ce moment-là, d'ailleurs, le 14 janvier, donc, ils ont pris ce qu'on appelle le confinement total pendant 4 jours. Et c'est voilà que s'éclatent des émeutes et des mouvements sociaux contre cette décision, parce que ces familles, bien sûr que l'État et le pouvoir n'ont pas donné aucune aide. Mounir, excusez-moi de vous interrompre, Mounir, mais il faut conclure, s'il vous plaît. Oui, donc il y a un grand éclatement de ces familles, de ce travailleur qui se trouve dans ce qu'on appelle dans les quartiers populaires, dans les grandes villes, qui ont montré donc des luttes pour défendre leurs droits économiques et sociaux. D'ailleurs, en conclusion, on trouve qu'actuellement, malgré le développement du secteur informel, actuellement, ce secteur est le plus touché par la crise structurelle du modèle de développement et ils sont touchés aussi par la crise sanitaire
ce qui montre qu'ils seront, ce secteur informel sera pratiquement une des mécanismes qui vont pousser au changement et, du modèle de développement et des changements radicaux des systèmes économiques, sociaux, politiques, etc. D'ailleurs, ce que nous voyons actuellement en Tunisie, puisque nous suivons le développement de ces mouvements de gens qui travaillent dans le secteur informel. Et merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Mounir. Merci beaucoup, M. Hassine, pour cette présentation. Là aussi, pour le débat très rapidement, trois petits points moi, qui m'ont semblé importants et qui pourraient être discutés. Et là aussi, c'était malheureusement, ce n'est pas particulier à la Tunisie parce que ce sont des points qu'on retrouve aussi ailleurs. C'est l'absence de politique sectorielle que souligne Mounir et du même coup aussi ce qu'il a appelé gentiment l'exclusion de l'État ou le retrait de l'État en fait de la nouvelle économie informelle qui se développe en Tunisie dans le contexte très instable que l'on connaît. Il a très bien souligné aussi les secteurs avec des données documentées concernant les trois secteurs qui abritent l'informalité du travail, les 2/3 de l'emploi en quelque sorte, hein, que sont le commerce, l'agriculture et le bâtiment, ce que nous appelons la construction au Canada. Et du même coup également aussi, troisième point sur la précarisation, c'est aussi tout le développement des pratiques mafieuses, des pratiques de contrebande aussi qui s'en mêlent à l'informalité. Mais là, ce sont des réalités qui, malheureusement aussi, ne se retrouvent pas simplement en Tunisie, on le retrouve dans beaucoup d'autres pays du Sud, en particulier en Amérique latine et dans d'autres pays africains sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et donc, tout cela montre et se conjugue aussi en termes d'action collective à la difficulté de réagir. Mounir nous a parlé d'une initiative de l'État et de l'UGTT. Personnellement, j'aurais une question pour lui sur le rôle de l'UGTT par rapport aux organisations syndicales autonomes et aux syndicats de lutte. Un exemple qu'a cité Marie-Cruz tout à l'heure dans son intervention et qui pourrait être intéressant de savoir quel est le type d'action collective qui est menée dans ce contexte-là. Et enfin, troisièmement, pour les impacts de la COVID, là aussi, on le voit très bien, les premiers affectés, c'est les travailleuses et les travailleurs du secteur informel. Et là aussi, de façon non pas conjoncturelle, mais structurelle, on le voit aussi en Tunisie. Mounir parle de riposte à la crise. Oui, c'est une alternative à la crise, le développement du secteur informel. C'est pas uniquement la faillite de l'État, c'est aussi une organisation structurée qui maintient le statu quo et le développement du secteur informel. Alors voilà, donc je donnerai peut-être la parole, je donnerai la parole à Mme Kalkamo, peut-être. Idalmi Kalkamo, peut-être vous avez quelque chose à ajouter qui permettait de dialoguer avec les deux autres panélistes, s'il vous plaît, plutôt que juste de renforcer ce que vous avez dit. Ce serait intéressant peut-être d'engager un petit dialogue entre vous trois à partir d'une petite intervention de 5 minutes chacun, et ensuite on donnera la parole au public. Il faut dire qu'en ce moment, après les différents ouragans auxquels nous avons dû faire face, il y a des milliers de personnes, des femmes monoparentales, les familles qui se retrouvent sous les ponts et il n'y a aucune réponse de la part de l'État pour pouvoir leur garantir une certaine protection. Particulièrement ici, dans la municipalité de San Pedro Sula. Il y a des milliers de familles qui n'ont pas pu retourner à leur quartier, à leur habitation et qui traversent des situations extrêmement difficiles. Et la plupart d'entre elles, ce sont des femmes. Donc, c'est très dur émotionnellement. Les conditions dans lesquelles se trouvent ces familles, cette population, c'est des situations extrêmement précaires, sans aucune condition de santé de base qui puisse être garantie. Et ces gens se retrouvent dans des conditions de complète insalubrité.
Donc, c'est un des éléments que je voudrais apporter. Et le fait que l'État n'ait mis en place aucun mécanisme d'investissement dans ce secteur. Donc, au début de la crise du COVID, il a mis en place certaines mesures, certaines initiatives, mais ce sont des mesures que nous considérons très démagogues. Donc, elles sont utilisées strictement comme des outils politiques. Comme nous sommes en ce moment dans une année électorale, les partis sont en pleine campagne. Donc, ils utilisent la faim, la misère de la population à des fins électorales. Donc, ce sont des sujets qu'au sein de la fédération, nous discutons beaucoup. Un des projets que nous avons actuellement dans le contexte de la collaboration que nous avons avec Alternative, justement, c'est de réorienter un peu ces processus pour pouvoir garantir un cadre législatif et organisationnel du secteur informel, qui est le secteur qui a vécu de plein fouet les conséquences de ce coup, de cette crise qui est de plus en plus grave au pays. Merci beaucoup, Idalmi. Je ne sais pas, Marie-Claude, si vous avez quelques points à ajouter, surtout peut-être que concernant les initiatives d'action collective en provenance, d'une part, des organisations syndicales, entre guillemets, traditionnelles, et d'autres syndicats, et des syndicats autonomes, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a trait à l'action syndicale et à la négociation collective, comme je mentionnais antérieurement, notre proposition se fait dans un contexte tel comme on l'a décrit, dans une situation qui est extrêmement compliquée. Nous n'allons pas attendre que les solutions viennent de la loi. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est l'action syndicale et le conflit. Et c'est aussi cru que ça. Ça peut sembler trop radical de le dire tel quel, mais c'est la seule solution que nous voyons. Nous écartons aucun secteur. Parfois, nous convoquons des grèves à niveau sectoriel, d'autres fois à un niveau plus d'entreprise. Donc, ça dépend des forces qui sont en place. C'est là que nous choisissons les secteurs. Donc, c'est important de travailler à partir des bases, syndicaliser les bases, travailler de manière organisationnelle depuis le terrain même, depuis les bases. L'organisation ne va pas venir ni de la loi, ni du dialogue social, ni de rien qui puisse se paraître à ça. Les solutions ne viendront pas d'en haut. Donc, il faut maintenir et renforcer l'organisation et travailler depuis les bases. Et quand nous réussissons à créer des collectifs, nous faisons des assemblées, nous nous organisons en tant que syndicat, en tant que collectif, c'est là que la lutte peut être menée. Je dirais, par exemple, je l'ai mentionné un peu avant parce que je l'ai dit très rapidement vu que j'avais plus de temps. Mais tout ce qui a trait au secteur socio-sanitaire, dans les résidences pour personnes aînées, dans ce qui est le secteur des soins, cette pandémie a mis en évidence que ce secteur, une fois qu'il est transformé en commerce, la priorité, ce ne sont pas les personnes, sinon le profit, le commerce. Et c'est un secteur qui a été extrêmement affecté par la pandémie et où il y a eu énormément de morts. En tant que syndicat, nous avons dénoncé cette situation. Nous avons eu presque 2 ans de grève, plus de 2 ans de grève de la part des femmes des résidences pour pouvoir obtenir des conditions de travail. Et elles ne font pas que revendiquer des meilleures conditions de travail, mais également pouvoir avoir tout un front de bataille en ce qui a trait à la qualité des soins qui sont donnés. Combien de temps peuvent être dédiés à chaque personne âgée dans une résidence? Combien de temps ces personnes méritent d'avoir? Donc, cette pandémie a vraiment mis de l'avant et démontré le fait que quand ces services sont remis entre les mains des secteurs privés, donc on favorise le profit et non pas les personnes, non pas les humains. Nous croyons que l'État
doit récupérer plusieurs de ces services qui ont été privatisés. Et cela va mener également à des meilleures conditions de travail. Donc, la gauche politique, nous l'interpellons pour qu'elle se situe de façon correcte face à ces paramètres, face à ces contextes et qu'elle s'approprie ce discours. Et c'est un peu le drame dans lequel nous nous trouvons. La gauche politique se déplace dans les marges qui lui sont laissées par la politique actuelle, mais il n'y a pas d'éducation, pas de pédagogie qui est menée par cette gauche. Et on n'aborde pas justement, on n'intervient pas dans ces secteurs qui en ont besoin. Donc, le secteur des services, c'est un secteur qui a vraiment été puni, on peut dire, par ce secteur. Et finalement, en ce qui a trait au COVID, la situation n'est pas aussi dure que celle qui est vécue, par exemple, au Honduras, mais une des faces de la pandémie, dans différents secteurs, on n'en a même pas pu l'observer, secteurs qui sont actuellement complètement paralysés. Mais une fois qu'on pourra voir les résultats, on pourra voir que les taux de chômage vont avoir énormément augmenté et on pourra voir les conséquences dans un laps de temps extrêmement court. Merci beaucoup, Marie-Rose. Une dernière intervention de la part de Mounir Hassin, pour compléter et peut-être aussi pour dialoguer avec les deux autres panélistes, en insistant peut-être aussi sur la question, là aussi, sur la question syndicale et sur la question de la réaction collective en termes d'action collective, sur la réaction, par exemple, des travailleuses en particulier qui sont particulièrement touchées en Tunisie. Oui, merci, Sid Ahmed. Pratiquement, je peux vous citer quelques exemples des actions et des actions collectives et des initiatives qui ont été prises, surtout par la société civile, envers ces travailleuses et travailleurs du secteur informel. D'abord, depuis le 2011, il y a eu pratiquement des pressions assez importantes de mouvements de la société civile et surtout de syndicats, dont l'UGTT, pour arrêter ce qu'on appelle la sous-traitance dans le secteur public. Et c'est là qu'il y a eu pratiquement un grand nombre de travailleurs qui étaient informels et qui rendaient des services dans les établissements publics parce que la pratique de l'informalité dans le monde du travail a été pratiquée aussi par l'État. Donc, ce qui a permis à des milliers d'ouvriers d'être titularisés, de régulariser leur situation et pratiquement arrêter les violations de leurs droits économiques et sociaux. En dehors de ça, il y a une catégorie de travailleurs informels qui sont les travailleurs de chantier en Tunisie. C'est une pratique qui a été faite par l'ancien régime pour alléger ce qu'on appelle le chômage. Donc, on fait recruter des travailleurs pour répondre à quelques services, surtout les femmes de ménage et tout ça. Ce sont des catégories qui font leur travail dans des établissements publics, mais qui sont informels totalement. Cette catégorie sociale, elle touche des salaires qui sont très bas. Ce salaire ne répond pas même à la sécurité sociale, qui n'ont pas de sécurité sociale et tout ça. Donc, après juste la révolution, il y a eu un éclatement de ces travailleurs de chantier, d'où on a vécu un mouvement social guidé par ces travailleurs qui compte actuellement à peu près 60 000, avec l'initiative de la société civile et l'UGTT. On a pu actuellement ouvrir les négociations afin de régulariser la situation de ces travailleurs de chantier. Et dernièrement, c'était dans le mois d'octobre dernier, en 2020, il y a eu une solution, mais le mouvement continue. Cette solution donc, a fait trois catégories de ces travailleurs de chantier. D'abord, les travailleurs de chantier qui sont âgés moins de 35 ans, qui ont ce qu'on appelle des diplômes et tout ça, ils seront intégrés à partir du mois de février prochain.
pour les travailleurs de chantier qui sont âgés entre 45 ans et 55 ans, il y a eu une initiative de leur donner un capital à peu près de 20 000 dinars pour qu'ils quittent donc, le travail des chantiers et pour qu'ils essayent de faire une initiative à leur propre service. Il y a la catégorie qui est en plus de 55 ans. Donc, cette catégorie, ils ont donné une solution qu'ils seront intégrés automatiquement dans la catégorie des familles les plus nécessiteuses et d'avoir une indemnité mensuelle à peu près de 180 dinars, ça veut dire à peu près de 90 dollars canadiens, à peu près de ça. Donc, mais là, la catégorie entre 45 et 55, qui compte à peu près 15 000 ouvriers et ouvrières, la majorité des femmes, ils ont mené un combat qui est excellent jusqu'à maintenant, qui est soutenu par nous-mêmes au forum, pour qu'ils ne soient pas marginalisés avec cette affaire de négociation. Jusqu'à maintenant, on fait des pressions parce que la somme qu'ils ont donnée à ces travailleurs-là, qui est équivalent de 20 000 dinars, cette somme, c'est leur droit d'être affiliés à la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on n'a rien donné parce qu'on fait la pression. Excusez-moi de vous interrompre, Mounir. Oui. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes enflammé par le débat, mais vous aurez l'occasion de réagir aussi. J'aimerais bien qu'on puisse donner la parole à la salle maintenant et vous pourrez, à la faveur des questions, vous pourrez continuer. Je m'excuse de vous avoir interrompu, Mounir. Alors, immédiatement, je donne la parole à Judith Rodriguez, s'il vous plaît. À vous la parole. On va prendre un tour de parole, 2 ou 3 questions, et ensuite, après, on reprendra. Bonjour, bon après-midi à tous nos camarades, toutes nos camarades depuis le Chili. Je vous salue depuis Santiago. Je vous parle d'un des quartiers les plus pauvres de la région métropolitaine, qui est le Cerro Navia, où je vis, où j'ai grandi. Je suis professeure d'éducation primaire et conseillère du Parti communiste du quartier de Cerro Navia. Je remercie les membres et les organisateurs, organisatrices du Forum social. Je vous remercie de me donner la parole depuis le Cerro Navia, depuis l'autre bout du monde, comme on dit. J'ai pu participer à l'époque au Forum social de Porto Alegre et je remercie cette nouvelle occasion de participer. Donc, on se trait à la flexibilité du travail. Le Chili n'est pas mis à côté. Donc, nous sommes sous un gouvernement de droite qui a mis en place des politiques qui maintiennent tout ce qui est la précarisation du travail, l'insécurité en ce qui a trait au contrat de travail. Et actuellement, en temps de pandémie, on a pu voir une recrudescence et un renforcement de cette situation. On a permis aux employeurs de paralyser les contrats de travail de milliers de travailleurs et travailleuses. Cela veut dire que des milliers de travailleurs ne reçoivent aucun salaire. On a également permis aux employeurs de baisser les salaires et d'augmenter le télétravail ou le travail par Internet, sans que ces gens aient la technologie nécessaire, sans qu'il n'y ait aucune sécurité et sans aucun respect des horaires de travail et encore moins les droits du travail. Donc, cela a fait que la population a dû s'organiser, par exemple, pour répondre aux besoins de base, comme l'alimentation à travers des soupes populaires, ce qui signifie que les communautés achètent de la nourriture à bas prix et organisent des grandes soupes populaires pour tout le monde. Donc, les communautés se sont organisées pour acheter en gros la farine, le riz, le sucre, tous ces besoins, ces matières premières, on peut dire, de la nourriture pour faire des soupes populaires. Donc, d'autres mesures qu'on a vues qui ont été appliquées par le gouvernement de droite, ça a augmenté la brèche sociale et ça a affecté la grande majorité qui sont les pauvres du Chili. Comme je vous dis, j'habite dans un des quartiers les plus pauvres de la région métropolitaine
presque toutes nos familles sont des familles ouvrières qui ont été sans emploi durant tous ces mois de pandémie parce que la production, la construction a cessé dans tout le pays. Et ce qu'on observe dans le quartier, c'est que les familles revendent des produits qu'elles achètent. Par exemple, elles font des petits comptoirs à l'extérieur de chez eux. Elles vendent des produits d'entretien ménager, des papiers pour le papier toilette ou des produits chez eux qu'ils n'utilisent plus, des vêtements, des outils de la maison. Donc, c'est ce qu'on observe, c'est que les familles tentent de vendre tout ce qu'elles peuvent vendre pour, premièrement, vendre les comptes, pour pouvoir payer les factures d'eau, parce que ici, ces compagnies privées ont abusé en abusant avec des tarifs complètement exagérés en ce qui a trait à l'électricité. Ce sont des factures qu'on ne peut pas annuler. Par exemple, l'entreprise d'eau Agua Andina, qui sont des entreprises espagnoles, elles abusent en imposant des tarifs hors prix pour des services de base comme l'eau, l'électricité. Donc, cela signifie que les gens doivent s'organiser pour pouvoir payer leurs factures. Il y a eu des chaînes solidaires qui se sont organisées pour pouvoir faire face, pour pouvoir aider les familles en organisant des tirages. Comme j'ai dit, on fait partie d'un quartier très pauvre, mais même là, nous tentons de mettre en place des politiques sociales pour pouvoir permettre de payer ces factures de base, pour pouvoir avoir les services de base de santé. Comme toujours, le système public de la santé est extrêmement précaire, encore plus en ce moment. Les morts viennent du peuple. Ceux qui sont en train de mourir de la COVID, ce sont les gens du peuple. Ils meurent soit de COVID ou soit de d'autres maladies graves qui ne sont pas en train d'être soignées ou attendues, traitées par le système public. Ce sont les femmes, dans la plupart des cas, qui se retrouvent aussi face à une situation critique où elles n'ont plus où laisser leurs enfants. Les garderies sont fermées, les écoles également. Donc, pour plusieurs d'entre elles, elles ont dû laisser leurs emplois ou laisser leurs enfants à leurs enfants plus âgés. Le gouvernement ne veut pas augmenter le congé de maternité d'urgence, par exemple. Il y a eu toute une campagne pour pouvoir augmenter ce congé de maternité pour le droit des femmes à prendre soin de leurs enfants. Donc, je voulais vous dire qu'il y a des énormes mobilisations dans notre pays de façon constante à la Plaza Dignidad, la place de la dignité, et dans tous les parcs publics du Chili. Et nous sommes dans un processus historique. Nous sommes en train de lutter pour changer une constitution qui a été héritée d'une des dictatures les plus cruelles du monde, qui est la dictature de Pinochet. Aujourd'hui, nous sommes en plein processus de constituante. En avril, nous allons voter pour ces personnes qui élaboreront une nouvelle constitution avec pour la première fois la parité de genre, la représentation des partis politiques indépendants et des mouvements sociaux. Et nous espérons que cette nouvelle constitution puisse représenter et mettre sur papier tout ce qui a rapport avec les droits de notre peuple en santé, le droit du logement, pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie. Plusieurs de nos jeunes sont aveugles suite à la répression. La police chilienne a tué, a mutilé des personnes qui exigeaient une nouvelle constitution, qui exigeait des droits pour le Chili. Je remercie Alternative, qui est une ONG avec un cœur énorme, très humanitaire, qui travaille avec nous en ce qui a trait au potager urbain et sur différentes thématiques sociales. Donc, je vous embrasse fort. Nous ne nous tairons pas. Jamais nous ne serons soumis. Et la fraternité entre les peuples est celle qui nous donne l'espoir et les rêves de construction d'un présent et d'un futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous vaincrons, comme dirait notre président Salvador Allende.
Merci beaucoup, Judith. Ma question, elle porte surtout sur les possibilités d'action collective actuellement dans leurs pays respectifs, notamment dans le contexte de ce que certains appellent la nouvelle économie ou l'économie des plateformes. On sait que ce nouveau précariat qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans des entreprises de plateformes comme Uber, par exemple, ou d'autres, dans les pays du Nord, comme le Canada, le gros de ce précariat est constitué d'immigrants en particulier et de gens très précarisés au niveau de l'emploi. Donc, j'aimerais avoir vos réactions là-dessus. Est-ce que, par exemple, en Tunisie, au Pays Basque ou au Honduras, ce phénomène-là prend-il de l'ampleur ou pas? Merci. Bonjour ou bon après-midi plutôt, Honduras. Merci, Alternative. Je fais partie de l'équipe technique des FOTIE, de la Fédération des travailleurs-travailleuses. Donc, dans le cadre de ce forum mondial, de pouvoir écouter les différentes présentations de nos camarades du Honduras, du Chili. Et sans aucun doute, je veux ajouter mes propos également parce que la situation au Honduras n'est pas différente de celle des autres pays d'Amérique latine. En écoutant les témoignages de la camarade de elle également, qui a souligné des points très importants. Donc, la COVID a transformé nos vies. Nous traversons une crise une crise de pandémie, en fait. Donc, si j'ajoute quelques points en ce qui a trait à ce qui a été mentionné par Hidalmi et en mentionnant la situation actuelle du Honduras, il faut souligner qu'au Honduras, en plus de la COVID, nous avons eu l'impact de deux tempêtes tropicales qui ont été dévastatrices pour le peuple hondurien, et particulièrement pour ce qui est du secteur informel. Donc, on peut dire qu'elles sont venues donner un dernier coup à tout ce contexte de précarité qui était déjà vécu par tous les camarades du secteur informel. Quelque chose qui m'a interpellée dans ce qui a été rajouté par la camarade du Chili, c'est qu'au Honduras également, nous avons pu retrouver un portrait similaire, alors que le gouvernement agissait très lentement ou sans intérêt de ce qui arrivait vraiment dans le pays. Alors qu'on annonçait une tempête dévastatrice pour le pays, le gouvernement ne pensait qu'à des mesures pour ouvrir les portes au capital étranger, ouvrir les portes au tourisme. Et quand les tempêtes sont arrivées, c'était le peuple qui a répondu en premier lieu pour prendre soin du peuple. Et de là sort le proverbe de « Seul le peuple sauvera le peuple ». Le peuple hondurien arrive à surmonter les défis, à faire face à ces crises dans lesquelles nous nous retrouvons grâce au même peuple. Malheureusement, le COVID continue de nous enlever des vies. Et malheureusement, dans le contexte hondurien, le système de santé actuel fait qu'il y a de plus en plus de morts. C'est dans ce secteur qu'on retrouve beaucoup de personnes qui meurent. Juste hier, on a vu 4 médecins qui ont perdu la vie à cause de la COVID. Et le gouvernement ne donne aucune réponse, aucune mesure face à cette situation. Les politiciens qui, en ce moment, font des grands rassemblements où on voit qu'il peu leur importe que les gens puissent se contagier dans ces rassemblements.
Tandis que ce sont les médecins, les infirmières qui livrent la bataille dans le système public, dans les hôpitaux. Nous disons toujours, plus il y a de morts au Honduras, plus d'argent le gouvernement aura. C'est un gouvernement qui, tant au niveau national comme international, a été mis à nu, vraiment. À travers toute cette crise de la pandémie, nous avons pu voir toutes les dépenses qui ont été faites, tous les achats qui ont été faits par l'État et le peuple n'a eu droit à rien, n'a touché à rien de toutes ces dépenses. Les politiques au Honduras ne changeront pas parce qu'elles continuent d'être mises en place par les grands intérêts des entreprises, des chefs d'entreprise voraces de ce pays. Ce sont cette classe impresariale qui soutient la classe politique de notre pays. Grâce au projet qui est en train d'être mis en place avec Alternative, nous sommes en mesure de faire beaucoup de travail au niveau des organisations qui sont affiliées à notre fédération. Et merci à Alternative de nous avoir invités à ce forum. Et il faut continuer cette lutte parce que seul le peuple sauvera le peuple. Et la consigne sera toujours jusqu'à la victoire, toujours. Et comme disait Salvador Allende, les grandes avenues s'ouvriront par où pourra passer l'homme ou la femme libre. Alors, merci beaucoup. Dans le cadre de ce forum social, je vous remercie à tout le monde et jusqu'à la victoire toujours. Merci Maribel. Je pense qu'il y avait une autre intervention tout à l'heure, ou à moins que nos trois intervenants veuillent répondre à la question posée. Mais sinon, je passe la parole à Valérie pour poser sa question. Peut-être je peux y aller brièvement, puis après ça, on est déjà un petit peu en retard sur la programmation, donc peut-être après ça, les intervenants pourront y aller et puis répondre à toutes les questions d'un coup. Premièrement, j'aimerais ça vous remercier sincèrement pour vos présentations. J'ai trouvé ça très informatif. Merci aussi Marcella qui a organisé ce bel atelier-là. C'est vraiment, je pense, très motivant de voir ces échanges-là. Puis aussi, merci à Sid Soucy qui a accepté d'animer à la dernière seconde un peu. Merci pour l'animation dynamique. Ma question, c'est, j'aimerais savoir à la suite de ce que vous avez entendu des autres panélistes, des questions, pas juste des questions, en fait, on a eu des belles participations aussi de la part de la salle. Qu'est-ce que vous voyez comme action collective à l'échelle globale qu'on pourrait entreprendre ou qui pourrait aller plus loin? Est-ce qu'il y a des avenues que vous voyez là, un peu à l'échelle internationale? Merci encore. Peut-être, on peut commencer peut-être par Monique, que j'ai interrompu tout à l'heure. Oui, merci, c'est Ahmed. Donc, concernant, est-ce qu'il y a donc cette initiative d'action collective concernant les entreprises ou bien les plateformes? Non, en Tunisie jusqu'à maintenant, non. Parce que, comme vous savez, d'abord, on développe dans le cadre d'une initiative d'une nouvelle loi qui a été adoptée par le Parlement en juillet dernier, cette loi que je parlais déjà concernant la régularisation de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire afin de donner une des solutions pour lutter contre le chômage. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de s'intégrer, d'essayer d'encourager les petites entreprises informelles à s'intégrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire en donnant des avantages assez importants pour ces entreprises-là. Concernant comment est-ce qu'on va lutter, vous savez actuellement dans le cadre international, nous sommes tous affectés par ce modèle de développement qui a été issu donc de l'idéologie de ce qu'on appelle les idées néolibérales partout. Donc, ce qui frappe partout dans le monde, c'est cette question d'exclusion qui a deux tendances, une exclusion spatiale et une exclusion verticale entre les différentes catégories sociales. On parle aujourd'hui
que la richesse, elle se concentre de jour en jour chez une minorité à l'échelle internationale. D'ailleurs, il y a plusieurs organisations à l'échelle mondiale qui parlent d'une minorité qui ne dépasse pas 1%, qui contrôle actuellement presque 90% de la richesse mondiale. Ces phénomènes se répètent partout dans le monde. Et pratiquement, les catégories sociales qui sont le plus touchées par ce système-là, ce sont pratiquement les populations les plus vulnérables qui sont attaquées dans leurs droits économiques et sociaux et qui se manifestent surtout par une tendance d'augmentation de la pauvreté, de l'exclusion sociale, du chômage, de la précarité. On est en train de voir une modélisation du niveau de vie le plus précaire qui s'étend surtout dans ces catégories-là. Pratiquement toutes nos expériences montrent que les catégories sociales les plus touchées sont les catégories les plus vulnérables qui échappent actuellement à toute politique de sécurité par l'État. Moi, personnellement, je considère que l'État est confisqué par les grands mafieux qui détiennent et qui défendent leurs intérêts et qui essayent de contrôler toute cette richesse et toute l'économie en dehors des petites, des classes moyennes, des classes pauvres, de l'économie, des petites économies et tout ça. La réponse, je crois qu'il faut unifier nos efforts à l'échelle internationale. Déjà, vous voyez actuellement que le monde est affecté pratiquement par 5 révolutions qui montrent l'incapacité de ce modèle de développement à l'échelle mondiale de continuer. Ces 5 révolutions, on les voit pratiquement très claires et qui montrent pratiquement que les catégories les plus touchées sont inculpées dans ces révolutions. Je peux citer ces révolutions, ce sont les révolutions de peuple contre tous les régimes de dictateurs. Et on voyait là partout dans le monde, soit de destitution de l'ancien régime par de révolutions, par des mouvements assez importants politiques et tout ça. Deuxièmement, ce sont les révolutions de mouvements sociaux qui revendiquent leurs droits économiques et sociaux. Troisièmement, c'est la révolution des droits des femmes partout dans le monde. Quatrième révolution, c'est la révolution des droits des migrants. Et la 5e révolution, c'est le droit à avoir un environnement sain. Actuellement, donc, on est affecté et je crois que ces révolutions vont changer le monde. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre comme initiative? C'est d'unifier notre combat. C'est un combat universel contre ce qu'on appelle le capitalisme sauvage. C'est un combat universel pour les droits humains, pour surtout ce qu'on appelle la justice, pour l'équité. Merci beaucoup Mounir, merci beaucoup. Je m'excuse de t'interrompre encore une autre fois, mais avant de donner la parole à Marie-Cruz et à Idalmi pour répondre à la question très pertinente de Valérie, j'aurais juste une dernière intervention de la part de Candy Cordoba. À vous la parole. Donc, bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans cet événement si important. Nous avons pu voir tous les points en commun des réalités sociales que nous partageons avec d'autres pays. Et je voudrais partager avec vous également certaines des réalités que nous avons pu voir qui sont vécues au Chili ne sont pas très éloignées de ce que nous vivons, nous. Même chose de la part de d'autres participantes qui ont pris la parole. Ici, au Honduras, nous ne faisons pas seulement faire face à la COVID, les désastres naturels, qui n'ont pas encore été, où on n'a aucune mesure qui a encore été appliquée pour faire face à ces situations. Comme le disaient mes camarades, il y a encore des familles complètes qui se retrouvent réfugiées sous des ponts en attendant une réponse de l'État pour leur permettre de retourner à leur maison, pour leur permettre d'avoir un logement digne.
On ne voit pas encore de quelle façon il pourrait avoir une solution. Certains des quartiers sont encore couverts des débris laissés par les tempêtes. Ça fait déjà plus d'un mois et il y a encore plusieurs familles réfugiées sous les ponts. On se demande que va-t-il arriver avec ces familles où elles pourront s'installer. C'est des endroits qui ouvrent la porte à toutes sortes d'autres problématiques, des abus sur les personnes mineures, des complications pour les personnes âgées. Et au-delà de ça, nous ajoutons également un autre phénomène social que nous souffrons depuis environ 2 ans et qui s'est empiré avec le gouvernement de Juan Orlando Hernández. C'est le phénomène des migrations vers des pays du Nord, vers les États-Unis, traversant des routes qui sont extrêmement dangereuses. Donc, les personnes partent en caravane. Nous croyons que c'est quelque chose qui est transcendantal. Les familles complètes, des personnes avec des problèmes physiques, des personnes âgées, des enfants seuls qui prennent ce chemin dangereux vers le nord. Souvent, ces personnes fuient le pays parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des conditions sociales équitables qui leur permettent d'avoir une vie digne dans leur propre pays. Souvent, ces personnes vivaient du commerce informel. Mais comme Idalmi en a parlé, comme Maribel en a parlé, ce sont des personnes qui se sont retrouvées face à une situation où elles ne pouvaient plus exercer leur activité économique à cause de la pandémie, qui se sont vues placées contre le mur et sans possibilité de subvenir à leurs besoins minimums. Après environ 10 mois de cette pandémie, tous les postes de travail n'ont pas encore été rétablis, donc c'est extrêmement précaire. Mais bon, tout n'est pas négatif. Nous avons également l'appui qui nous est donné, par exemple, par Alternative à travers des projets que nous menons ici. Par exemple, le projet d'entrepreneuriat des femmes, où il y a des projets des projets durables qui sont en train d'être présentés, des projets autosuffisants et qui permet à ces communautés de rester sur leur lieu, là où elles habitent, de rester dans leur territoire, dans leur communauté, et qu'elles puissent mettre en place des activités économiques au sein même de leurs espaces sans devoir quitter. C'est très émouvant quand on va dans les communautés, quand on annonce aux gens qu'il y a des nouveaux projets, un projet de poulailler, un projet d'entrepôt pour la distribution de produits de base. Donc, les gens sont très émus parce qu'ils savent que ce genre d'appui, ça ne viendra jamais du gouvernement. Et c'est grâce à ce genre de projet avec Alternative que nous pouvons semer un peu de lumière, ou semer un peu d'espoir dans les communautés pour qu'elles puissent avoir un peu plus de dignité. Donc, c'est une petite intervention que je voulais faire. Merci beaucoup, Candy, pour cette intervention. Merci beaucoup pour ces encouragements aussi, et puis des félicitations pour Alternative, qui fait effectivement un boulot remarquable. Je donnerai la parole pour une petite minute à Marie-Cruz et une autre petite minute à Idalmi pour conclure, en répondant, si possible, à la question de Valérie concernant les alternatives en matière d'action collective. Et ensuite, nous conclurons cet atelier. L'organisation des luttes doit venir d'en bas vers le haut. Si nous n'avons pas les pieds bien ancrés et travailler les sujets concrets, ce serait des luttes complètement artificielles. Nous sommes plus partisans d'organisations concrètes
avec cette lutte depuis le bas vers le haut. Parce que du haut vers le bas, nous croyons que c'est beaucoup plus compliqué et que souvent, ces luttes se voient diluées. Par contre, il faut qu'on partage des expériences, pardon, articuler des luttes à niveau international. Ce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, toute l'évolution du travail sur les plateformes numériques, nous croyons que ça serait profitable d'avoir un observatoire pour étudier comment ce phénomène est en train d'arriver dans différents endroits du monde. Mais je répète, sans des bases depuis en bas, je crois que les luttes internationales ne pourraient pas durer, ne seraient pas durables. Merci beaucoup, Marie-Claude. Idalmi, à vous de conclure. En ce qui a trait à la question, à la possibilité de négociation collective à niveau mondial, global, dans le contexte hondurien, il y a une différence. Nous sommes dans une situation où le cadre législatif du Code du travail, il n'y a pas de normes qui réglementent les travailleurs autonomes. Donc, tout ce processus de négociation collective qui est très bien établi qui est très bien établi pour différents secteurs comme le secteur minier, des restaurants privés. Mais dans le cas des travailleurs autonomes sans patron, nous faisons encore face à ce défi de pouvoir garantir de façon réelle une reconnaissance pour pouvoir revendiquer des conditions de travail qui ont déjà été acquises par d'autres secteurs. Donc, nous n'avons pas cette garantie qui nous permette de mettre de l'avant un processus de négociation collective des travailleurs et travailleuses autonomes. Dans le cas du secteur du travail domestique, oui, il y a une reconnaissance au niveau de l'OIT qui établit certaines normes pour les travailleurs et travailleuses qui réalisent ce type de travail à leur compte. On parle également des gens qui travaillent au niveau de l'agriculture, dans la construction, les gens qui font de la photographie. Tous ces travailleurs qui n'ont pas de reconnaissance de l'activité économique qu'elles mènent. Donc, il y a également tout l'aspect fiscal on insiste constamment sur comment intégrer ces travailleurs au système d'impôt pour qu'ils puissent apporter dans les impôts, mais on ne parle jamais de leurs conditions, de l'amélioration de toute cette situation laborale. En ce qui a trait aux différentes possibilités d'action à niveau global, premièrement, comment arriver à travers des actions globales, mondiales, comment arriver à la conscientisation, à la sensibilisation de différentes institutions. Par exemple, la Commission interaméricaine des droits humains, pour qu'elle puisse avoir une certaine pression sur le gouvernement hondurien pour pouvoir atteindre cette reconnaissance. L'OIT établit des recommandations, mais dans les faits, il faut que les gouvernements locaux appliquent ces recommandations. Donc, on pourrait énumérer différentes actions qui puissent mettre en place une lutte pour qu'il y ait cette reconnaissance des travailleurs et travailleuses du secteur informel Honduras, mais également, pas seulement Honduras, si on parle en Amérique centrale, tous les pays vivent cette même difficulté de l'absence de reconnaissance des travailleurs et travailleuses du secteur informel. Merci beaucoup, Idalmi, de conclure.